Elle me dit, les larmes aux yeux, je fais tout ce qu'on m'a dit. J'allais à la demande. Je le garde contre moi jour et nuit. Mais il pleure tout le temps, il tète tout le temps. Et là, en plus, on vient de me dire qu'il n'a pas pris assez de poids. J'ai l'impression de pas faire assez, de pas être assez. Il y a un truc qui cloche. Mon lait doit pas être assez nourrissant. Mais cette phrase, je l'ai tellement entendue, mais tellement souvent. Et ce que je lui ai répondu, c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Si tu vis la même chose, et si c'était pas toi? Et si c'était pas ton lait? Et si on arrêtait une bonne fois pour toutes de faire porter aux mères la responsabilité de tout ce qui ne va pas à travers l'allaitement? Alors que l'allaitement, c'est une rencontre. En fait, c'est un duo. C'est un système qui dépend aussi de ton bébé, de sa façon de téter, de sa capacité à transférer le lait. Alors on va parler de ça aujourd'hui, du transfert du lait, des pleurs, des mythes sur le lait pas assez nourrissant, et puis de cette culpabilité qu'on traîne tout le temps comme une valise. T'es pas seul, et c'est pas forcément toi. Chaque mercredi, avec l'épisode Questionner la sage-femme, je répondrai à une question d'une auditrice ou d'un auditeur. N'hésitez pas à venir me poser vos questions en message privé ou par mail, que ce soit sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum, la parentalité, sur les naissances en dehors des hôpitaux ou encore sur nos pratiques de sage-femme autonome. Je crois que l'une des phrases que j'entends le plus dans ma pratique de sage-femme, c'est « je comprends pas, je fais tout et pourtant ». Et ce pourtant-là, il est tellement lourd de culpabilité parce que il y a ce bébé qui pleure beaucoup, qui tète sans arrêt, qui dort pas beaucoup, et forcément, la première chose qu'on pense c'est à cause de l'allaitement. Et puis en plus, si on rajoute un jour, il n'a pas assez pris de poids, ben là ça y est, tu te dis c'est toi, c'est obligé que tu fais mal, que ton lait ne suffit pas, que t'es pas une bonne mère. J'ai envie de parler autrement de l'allaitement. Cette relation à deux, de cette danse subtile finalement entre toi et ton bébé. Parce que l'allaitement, c'est pas que ton corps, c'est pas que ta volonté, c'est pas que ta capacité, c'est aussi celle de ton bébé. Sa succion, son énergie, la réalité sur ses tensions, sur ses émotions, sur son histoire. C'est le lien entre vous deux, dans un contexte qui est souvent bien trop dur, bien trop rapide, bien trop exigeant, etc. Il est temps d'expliquer. Prenons une grande respiration, on va parler justement de ça. Parce que le transfert de lait, la prise de poids, en fait, ça peut révéler tellement de choses et ça peut expliquer ces bébés justement qui sont trop, qui demandent trop, qui têtent trop. Et puis on va remettre de la nuance, de la connaissance, de la sororité et de rappeler que non, t'es pas en train de rater ton allaitement, t'es pas en train d'affamer ton bébé, t'es juste en train d'apprendre avec ton bébé, avec ses réalités. Parce que à chaque bébé, le tango il change, le rythme il change et il va falloir s'adapter à ce bébé-ci et à ses réalités de ce bébé-là. Et quand en plus on est dans un monde qui soutient encore trop peu les femmes qui allaitent, qui ont tendance à incriminer rapidement, c'est difficile de tenir. Le bébé qui tète tout le temps, qui pleure souvent. Après, s'il a mal, il va retéter. C'est normal parce que téter, c'est manger, c'est boire, c'est se rassurer, c'est se faire du bien. Souvent, les femmes qui ont du lait qui coule à outrance, elles me disent « Ah, mais si mon bébé il demande assez, autant, c'est parce que mon lait il n'est pas assez nourrissant. » Il y a ce mythe du lait qui n'est pas assez blanc mais qui est trop translucide. Il y a cette idée que les mères qui sont fatiguées ne font pas assez de lait, etc. Il y a tellement de choses qu'on incrimine tout le temps, les mères, d'abord l'allaitement, puis par là les mères. Il ne fait pas ses nuits, c'est parce que tu l'allaites. Il ne veut pas manger solide, c'est parce que tu l'allaites. C'est tout le temps parce qu'on allaite. Et en plus, il y a ça peut venir aussi de l'extérieur. Les professionnels, les proches, les amis bien intentionnés parfois, ou pas, hein. Mais « Ah, mais tète encore, mais t'es sûr qu'il tète assez, il n'a pas tété il y a 30 minutes, tu devrais peut-être lui donner un petit complément, un petit biberon, il prend pas assez de poids, c'est que t'as pas assez de lait, il pleure parce qu'il a faim, c'est évident, les bébés, évidemment, meurent de faim et hurlent parce qu'ils meurent de faim. Ça, c'est un des gros mythes sur comment est-ce que les bébés réagissent. Une toute petite information à retenir. Un bébé qui manque réellement, cruellement de lait, il est apathique.
il se met en mode économie d'énergie. Et non, il ne pleure pas en hurlant parce qu'il meurt de faim. Tout ça, ça te tombe dessus. Parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. C'est pas toujours parce que la maman ne produit pas assez de lait. C'est pas forcément la qualité du lait. On oublie que l'allaitement, c'est pas que ta responsabilité. Vous êtes deux dans l'histoire. Et c'est le bébé, souvent, qui n'arrive pas à suivre le rythme. C'est plus souvent le bébé que la maman. Parce qu'il peut avoir des problèmes de succion qui sont inefficaces. Eh oui, c'est une réalité. Il peut y avoir des tensions dans sa mâchoire, dans son cou, dans tout son corps. Il peut avoir mal, il peut être inconfortable et pleurer pour autre chose que pour la faim. Peut-être qu'il a froid, peut-être qu'il dépense trop d'énergie, peut-être qu'il a des freins. Et peut-être qu'il est tout simplement un bébé très intense dans un monde qui demande énormément aux parents et énormément aux bébés. Pourtant, les mères, elles s'en veulent tellement souvent. Et comment est-ce que c'est possible de ne pas s'en vouloir quand on te fait croire tout le temps que tout repose sur toi? On t'a pas expliqué ce que c'était vraiment que l'allaitement. On n'a pas écouté ton bébé. On t'a pas donné les bons outils. On t'a laissé seul avec la fatigue, ton bébé et tes sentiments d'échec. Je te le dis avec tout mon cœur. De maman, de sage-femme, tu n'es pas responsable. C'est pas parce que ton bébé t'aide beaucoup, qu'il pleure, qu'il prend peu de poids que t'es une mauvaise mère. L'allaitement, c'est pas une performance, c'est un lien, c'est un apprentissage, c'est un ajustement permanent. Et parfois ça coince, pas parce que tu es défaillante, mais parce que le contexte est difficile, parce que ton bébé a des besoins particuliers, ou parce que justement il y a des freins, des difficultés, et qu'il faut trouver comment lever ces tensions, ces difficultés pour ton bébé. Et puis aussi parce que souvent les femmes manquent de soutien. L'allaitement, c'est pas un test à réussir. C'est une rencontre entre deux personnes, deux corps, deux systèmes. C'est une co-régulation. Trop souvent, dès qu'il y a un souci, on regarde la mère, on focus sur la mère. Mais dans ce duo, le bébé a aussi un rôle actif. Et parfois, c'est lui qui rencontre des difficultés. Le transfert de lait, c'est le nerf de la guerre. On parle beaucoup de la quantité de lait, mais très peu du transfert de lait. Pourtant, c'est pas parce qu'on a du lait que le bébé le boit efficacement. Et puis, c'est pas parce que le bébé est tout le temps au sein qu'il transfère réellement le lait. C'est pas que la ventouse et que le fait qu'il soit accroché qui compte. Il doit être capable de faire un mouvement de succion complet. Il doit pouvoir faire une bouche grande ouverte. Il doit pouvoir avoir une langue bien mobile qui ondule bien sous le sein et qui va faire ce mouvement de vague pour pouvoir faire venir le lait. Il doit avoir cette capacité de ventouse, de pression, de succion très importante. Il doit aussi avoir un bon maintien. Il ne doit pas y avoir de tension. Et il doit avoir une bonne coordination, succion, déglutition, respiration. Quand le transfert il se fait mal, le bébé peut passer des heures au sein sans vraiment boire. Il peut s'épuiser, il peut s'énerver, s'agiter. Des fois, les mamans elles me disent il est au sein et puis il tire, on dirait qu'il cherche à ce que ça vienne, c'est que j'ai vraiment pas assez de lait. Non, peut-être qu'en fait, il n'y arrive tout simplement pas et qu'il s'énerve. Il pleure beaucoup, il veut retéter encore et encore et encore. Et la maman, elle doute, elle culpabilise. Parfois, elle souffre même physiquement parce que ce bébé qui t'aide beaucoup, il peut amener quand même, en plus de manière pas suffisamment efficace, il peut amener des douleurs, des blessures, des crevasses, etc. Et les conséquences, elles sont vite là. La prise de poids qui n'est pas forcément suffisante, les pleurs fréquents, l'impression de jamais avoir fini une tétée. C'est pas une question de volonté. Même un bébé ultra motivé ne pourra pas transférer efficacement s'il est gêné dans son corps. Il peut être gêné par quoi? D'abord les tensions dans le corps du bébé. Un accouchement, c'est difficile. C'est difficile pour les mamans, mais c'est tellement physique pour les bébés. Vous imaginez le passage dans le bassin. Le bébé qui passe dans le bassin, c'est de la spéléo tellement forte. Le passage, il est vraiment très très étroit. Il faut vraiment que le bébé se donne énormément pour passer dans le bassin de sa mère. Heureusement, il est aidé par les contractions. Heureusement, il est bourré de la relaxine comme sa mère. Et en fait, avec ce côté un peu chewing-gum, il passe. Mais ça n'empêche pas que c'est très très physique et que les pressions que subit le bébé pour pouvoir naître, avec l'utérus qui le pousse, avec la femme qui le pousse, avec parfois les instrumentations qui ont été nécessaires pour le faire naître, tout ça, ça peut créer des tensions physiques chez le nouveau-né.
Des tensions qui peuvent limiter la mobilité. Le bébé qui tourne moins bien la tête, qui ouvre moins bien la bouche, qui s'agrippe mal au sein. Vous savez, vous avez certainement déjà eu un torticolis. Et vous avez bien vu qu'au niveau de votre mobilité, c'était compliqué. Et parfois même manger, parce que juste le fait d'ouvrir la mâchoire faisait que ça faisait des douleurs dans les tensions. C'est la même chose pour les bébés. Et il y a aussi ces bébés qui sont en état d'alerte permanent, avec un système nerveux qui a du mal à se réguler. Et donc le sein devient un lieu à la fois de lutte autant que de réconfort. Et ça, c'est très très difficile. Là aussi, on peut aider ce bébé. Souvent les mères, elles me disent, il tète tout le temps, mais il a l'air énervé, il s'agite, il tire, il n'a jamais le sein, mais il pleure en même temps, c'est un peu particulier. Puis souvent les mères, elles culpabilisent énormément, elles se disent, mais en fait, ça n'a pas l'air d'être agréable pour lui, ça a l'air d'être compliqué, etc. C'est pas des caprices, mais c'est des signaux d'inconfort qui sont vraiment importants à identifier. Et je vous amène à aller réécouter l'épisode que j'avais enregistré avec Isaline Delis, l'ostéopathe, qui parle justement de ces signes et symptômes qui doivent amener à aller faire une consultation chez un ostéopathe. Alors, quelles sont les autres choses qui peuvent jouer aussi ? Ça, vous en avez certainement entendu parler, mais les freins restrictifs. Ça peut être des freins de langue, des freins de lèvres, des freins de joues, qui peuvent être invisibles à l'œil nu, mais qui peuvent être très très gênants. Un bébé qui a un frein, alors les freins on en a tous, mais le problème c'est quand ils deviennent restrictifs, quand ils ne permettent pas la mobilité normale. Et ça peut en fait empêcher la bonne mobilité de la langue, comme je vous ai dit, le mouvement vague, etc. Le fait que la succion devient superficielle et donc beaucoup moins efficace. Le fait que le bébé peut glisser du sein, qu'il a du mal justement à maintenir le sein dans sa bouche. Puis souvent il y a du reflux, parce que le bébé avale beaucoup d'air, donc ça peut être aussi beaucoup de coliques. Et parfois, il a du mal à respirer correctement en tétant. C'est des bébés aussi qui gardent souvent la bouche ouverte, qui dorment la bouche ouverte. La maman, de son côté, qu'est-ce qu'elle va décrire ? Des douleurs. Elle va peut-être avoir effectivement des crevasses. On peut avoir aussi des mastites à répétition, quand c'est plus tard qu'on détecte ça chez les bébés. En tout cas, il y a beaucoup de frustration et il y a beaucoup de notions de lait insuffisant. Et en fait, la clé, c'est de regarder comment ce bébé transfère le lait. C'est pas juste observer la position, parce que très souvent, c'est ça qu'on observe. La position, comment est-ce que le bébé ouvre sa bouche, comment est-ce qu'il est mis par rapport à sa mère, etc. Mais il faudrait vraiment regarder qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'il le fait. Les freins, c'est pas une mode, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ça en disant « Oui, mais les freins restrictifs, je pense que c'est vraiment un effet de mode. » J'avais préparé un épisode avec Caroline Deville pour le podcast de Grandir Nature, mais je vais devoir le réenregistrer. Mais elle faisait justement toute une explication sur qu'est-ce qui fait qu'on a de plus en plus de freins restrictifs, qu'est-ce qui fait qu'on a plus de freins restrictifs qu'avant. Et ça, il y a beaucoup d'épigénétique, et puis il y a beaucoup de contexte environnemental et sociétal. C'est très très intéressant. Je vous invite à aller écouter son épisode à elle, qui s'appelle Au sein en douceur, pour aller découvrir plus d'informations là-dessus. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous refaire un épisode que là-dessus, et sûrement avec elle. Comme ça, vous aurez l'occasion de l'entendre parler de ça. Les freins, c'est vraiment une cause anatomique réelle qui peut transformer un allaitement en calvaire. Donc vraiment, avoir des personnes qui vont pouvoir vous aider dans la prise en charge, ça peut être vraiment un gros changement dans la prise en charge. Alors il y a une chose qui est importante aussi, c'est est-ce qu'il y aurait des choses qui feraient que le bébé utiliserait ses calories à autre chose qu'à grandir et à grossir ? Ah ouais, ça on n'y pense pas suffisamment. Mais par exemple un bébé qui a froid, un bébé qui est tendu, un bébé qui a du reflux, qui a des déséquilibres digestifs et qui fait qu'il a mal et qui pleure beaucoup, eh bien ce bébé va brûler des calories sans même se nourrir. Donc si le bébé a froid, ça arrive tellement souvent. Moi je remets très souvent des petits bonnets chez les bébés à qui on a enlevé le bonnet un petit peu trop vite ou dans des maisons qui ne sont pas beaucoup chauffées, ce qui est normal en soi. Eh bien, remettre déjà un petit bonnet, ça va beaucoup aider le bébé. Donc c'est des causes pour lesquelles il faut vraiment y penser. Parce que c'est pas les choses auxquelles on pense le plus souvent. La perte de calories, l'utilisation de calories pour autre chose, parce que le bébé a de l'inconfort des tensions, qu'il a froid, etc. Ce cercle vicieux, il s'installe, puis plus il pleure, plus il se fatigue, moins il tète bien, plus il maigrit, ou alors il stagne. Si un bébé il a froid, pareil,
il va avoir du mal à se réchauffer, il va essayer de carburer pour maintenir sa température. Peut-être que ça peut passer totalement inaperçu, parce qu'un bébé qui a froid, mais qui maintient sa température, on ne se rend pas compte en fait qu'il dépense des calories à maintenir cette température. C'est cruel de faire croire aux mères qu'elles n'ont pas assez de lait, alors que c'est parfois la physiologie du bébé qui est en souffrance. C'est peut-être juste des dépenses énergétiques qu'il ne devrait pas avoir. On devrait toujours considérer le bébé comme en mode économie d'énergie pour lui. Ne pas lui demander de réchauffer lui-même son petit lit, mais réchauffer le petit lit avant de mettre le bébé. Ne pas le mettre dans le froid, Voilà, c'est des choses qui sont toutes bêtes. Ça peut être aussi ce que j'ai observé, des bébés qui prenaient pas suffisamment de poids et en fait c'était parce qu'ils avaient le nez bouché. Et quand le bébé a le nez bouché, en fait il respire avec ses muscles accessoires, il a plus de difficultés, il utilise plus de muscles accessoires pour respirer. Et pour utiliser ses muscles accessoires, il utilise beaucoup plus d'énergie. Ah là 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 là. Si en plus de ça, on ajoute les remarques qui sapent la confiance, la solitude que les femmes ressentent très souvent, les nuits où elles sont souvent seules et où c'est difficile, où ça semble très long parce que les coparents reprennent le travail, etc. L'idée en plus permanente que si ça marche pas, c'est à cause de toi. Il y a tous les ingrédients pour qu'une mère, même hyper compétente, même hyper aimante, commence à douter, à pleurer, à envisager de complémenter, voire de sevrer. Alors que c'est pas elle le problème. Non, les mères font tout ce qu'elles peuvent. Et c'est déjà immense. Si tu es là en train d'écouter, de chercher, de te questionner, c'est bien que tu es profondément engagé pour ton bébé. Je veux te le dire avec tout ce que je peux. C'est pas parce que ton bébé pleure, qu'il t'aide beaucoup, qu'il a du reflux ou qu'il prend peu de poids que c'est ta faute. Je le redis encore et encore. Non, c'est pas forcément ton lait. C'est pas forcément ta nourriture. Parce que je connais des femmes qui ont arrêté leur allaitement parce qu'elles étaient persuadées que tout ce qu'elles mangeaient donnait des coliques à leur bébé parce que le bébé pleurait. Et ça, c'était vraiment difficile. Parce qu'elle en arrivait à plus trouver de quelle façon elle pouvait s'alimenter. Et donc du coup, elle a fini par arrêter à cause de ça. C'est pas ton niveau de réponse pour ton bébé qui compte. C'est pas ta faute tout court. Il faut qu'on arrête collectivement de réduire l'allaitement au corps des mères. Comme si tout reposait sur leurs épaules, sur leurs glandes mammaires et sur leur mental. Allaiter, c'est un tango, c'est un duo. Le bébé a aussi son histoire, ses tensions, sa capacité à téter, son propre métabolisme aussi. T'as le droit de dire que tu sens qu'il y a un truc qui va pas, sans que ce soit contre toi. C'est pas un jugement. En fait, c'est tellement précieux d'en être consciente. Et cette information-là, elle mérite d'être accueillie et d'être explorée par des professionnels qui regardent vraiment la globalité de ta situation, de votre situation. Parce que c'est là on va puiser des informations qui seront essentielles pour voir comment t'aider toi et comment aider ton bébé. Alors s'il y a une alerte intérieure, s'il te plaît, ne l'éteins pas. Fais-toi confiance et va chercher celles et ceux qui savent observer, qui peuvent t'aider. Une consultante en lactation IBCLC ou formée vraiment sérieusement, une ostéopathe ou un ostéopathe spécialisé en périnatalité, un professionnel compétent sur les freins restrictifs et aussi une sage-femme évidemment formée à ces accompagnements-là. Je suis sûre qu'on peut dérouler ce gros nœud là, on peut le détricoter et comprendre ce qui coince et remettre du sens, remettre de la sérénité, remettre de la confiance et surtout sortir du discours c'est toi le problème qui est tellement toxique et tellement infondé. Et puis, je voudrais juste le rappeler aussi de ne pas oublier une chose tellement importante et essentielle. Les bébés en fait, ils sont comme nous. Il y a des petits, il y a des grands, il y a des dodus, il y a des tout fins. Il y a des métabolismes ultra rapides et des morphologies tout à fait différentes. Tous ne prennent pas du poids au même rythme. Alors oui, on regarde les chiffres tout le temps, mais surtout, ça serait bien de regarder l'ensemble. La vitalité du bébé, ses phases d'éveil, les tétés, le lien, l'évolution, les sensations et puis l'instinct des mères. Rappelle-toi que tu es la meilleure experte de ton bébé. C'est dans ton ventre qu'il a grandi pendant tous ces mois. C'est toi qui es 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec ce bébé. Et donc, si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, s'il te plaît, entoure-toi des bonnes personnes. Parce qu'un allaitement, ça ne se mesure pas qu'en grammes. Ça se vit, ça sent, ça s'ajuste. Et parfois, il y a besoin
d'un regard extérieur qui soit compétent pour retrouver la bonne voie. T'es pas seule, t'as pas à porter ça toute seule. Si cet épisode t'a parlé, s'il te plaît, partage-le à une amie, à une maman, à une professionnelle qui en a besoin, qui a besoin de plus de nuances, plus de confiance. Je le rappelle très souvent, mais vous êtes les meilleurs ambassadeurs de ce podcast et c'est grâce à vous qu'il peut être découvert, qu'il peut aider encore de nouvelles personnes parce que c'est ça la mission de ce podcast. Donc merci à ceux qui le partageront et si vous le faites en story, n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse repartager votre publication. Je vous donne rendez-vous lundi et d'ici là, portez-vous bien.